Bien, excusez-moi de ce léger retard. On va commencer tout de suite et je vous propose que Madame Magnier fasse le secrétariat, voilà. Il n'y a pas d'objection. Très bien, je vous passe la parole, Madame Magnier, pour que vous puissiez faire l'appel. Merci beaucoup, Madame le maire. Madame Valérie Forniez. Madame Annabelle Villet. Monsieur Rudy Bardy. Présent. Madame Colette Fauveau. Présent. Monsieur José Henrard. Madame Magnier Marie-Thérèse présente. Monsieur Jean-Yves Sibyl donne pouvoir à Madame Magnier. Madame Anne-Marie Delcroix. Présente. Monsieur Raymond Demory. Madame Thérèse Louvion. Monsieur Bernard Scribzac. Monsieur Patrick Van Led. Madame Patricia Rubens. Monsieur Dominique Couvlar. Madame Nathalie Onis. Madame Nathalie Pouilly. Monsieur Christophe Terret. Madame Naïma Houhoud. Madame Magali Potel. Monsieur Michael Lefebvre. Monsieur Christophe Etch. Monsieur David Aumont. Monsieur Enrico Boticchio. Madame Martine Mel. Monsieur Fabrice Rambin. Monsieur Joris Vizocchi. Monsieur Stéphane Gajeski. Monsieur Maxime Potel. Madame Lucette Vanesse. Je n'ai oublié personne. Merci Marie-Thérèse pour cet appel. Je vous propose de passer à l'adoption du PV du dernier conseil. Y a-t-il des observations? S'il n'y a pas d'observation... Non. Il n'y a pas d'observation? D'accord. S'il n'y a pas d'observation, je propose de l'adopter. Et puis, vous avez reçu également la liste des décisions préalables. Fait-elle l'objet de questions ou quoi que ce soit de votre part? Non? Très bien. Donc, on adopte aussi les décisions qui ont été prises. Et je vous propose donc de passer à l'ordre du jour de notre conseil municipal et notamment au rapport d'orientation budgétaire. Alors bon, je ne vais pas refaire toute l'introduction sur la nécessité de faire un rapport, un débat d'orientation budgétaire. Il a vocation à éclairer le vote des élus et à permettre à l'exécutif de tenir compte des discussions afin d'élaborer les propositions pour le budget primitif. Il y a un contenu obligatoire, donc les orientations budgétaires envisagées portant sur l'évolution prévisionnelle des dépenses et des recettes de fonctionnement et en investissement sont notamment précisées les hypothèses d'évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de fiscalité, de subventions, ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières entre la collectivité et le groupement dont elle est membre. Ensuite, il faut obligatoirement également présenter les engagements pluriannuels et les informations relatives à la structure et à la gestion de l'encours de la dette. Voilà, ce débat n'a pas de caractère décisionnel. Néanmoins, vous le verrez juste après, il fait l'objet d'une délibération qui ne se positionne pas sur le débat d'orientation budgétaire, mais qui se positionne sur le fait d'avoir ou pas fait débat d'orientation budgétaire. Voilà, c'est quand même important de le dire, puisque c'est pas un vote qui dit oui, je suis contre ou pour le budget, le rapport d'orientation budgétaire. C'est un vote qui dit oui, on a bien débattu ou non, on n'a pas débattu. Alors, juste quelques rappels essentiels donc sur le contexte économique. Au niveau international, on avait déjà été très impacté par la guerre en Ukraine. Et bien, cette année, c'est le conflit
israélo-palestinien, pardon, qui nous impacte inévitablement et qui impacte donc le contexte économique international. À cela, les dernières actualités du marché internationaux, comme la taxe internationale pour les multinationales qui devrait être mise en place pour 2024, l'explosion du prix du riz après l'interdiction d'exporter en Inde, les entreprises pétrolières américaines qui enchaînent les grandes acquisitions, le prix de l'or qui s'envole à cause des incertitudes géopolitiques. Tout cela impactera inévitablement l'ensemble du contexte économique. Au niveau national, on a l'automobile française qui essaye de se battre pour sa survie. On a des chiffres de croissance et d'inflation qui restent peu optimistes. L'INSEE table sur une croissance à 0,9 en 2023 avec seulement 0,1% et 0,2% au troisième et quatrième trimestre. Sur le front du chômage, les créations d'emplois devraient être un peu moindres et l'inflation va persister. En septembre, à hauteur de 4,9%, l'alimentation reste très élevée, à près de 10%, et l'énergie repart également à la hausse. Pardon. Les taux d'intérêt de l'emprunt à 10 ans a dépassé les 5% pour la première fois depuis 2007. Le rapport du FMI sur le ralentissement de la croissance et les risques géopolitiques annonce des prévisions de référence avec une croissance mondiale qui va ralentir. Dans les pays avancés, on attend également un ralentissement, la croissance passant de 2,6 en 2022 à 1,5 en 2023, puis 1,4 à 2024. Donc tout cela n'est pas très positif. En 2022, l'inflation a atteint dans le monde des niveaux jamais observés depuis ces dernières décennies. Et donc, les décisions monétaires prises par la Fed, qui est la banque américaine, et la BCE, qui est la Banque centrale européenne. La Fed donc annonce une hausse des prix de 5,6% en 2023, puis 3,2% en 2024 et 2,1% en 2025. Donc ça baisse de ce côté-là. Les économistes pensent que les principales banques centrales approchent de la fin de leur hausse de taux, et on l'espère, puisque l'inflation est en baisse et que la croissance ralentit sous la pression des coûts d'emprunt. La Banque centrale européenne, elle, annonce garder ses taux inchangés et c'est une première depuis juillet 2002. Puisque jusqu'à présent, 2022, puisque jusqu'à présent ça a toujours augmenté. Dans la zone euro, les incertitudes concernant l'inflation se heurtent aux inquiétudes croissantes concernant la faiblesse de l'économie. Et donc, tout cela nous amène à examiner la situation au niveau communal. Et donc au niveau communal, dans la continuité de notre projet politique et l'ambition de faire de notre commune une ville attractive qui se conjugue également avec le bien-vivre des habitants et de nos concitoyens, nous continuons la transformation progressive grâce aux différents chantiers tels que l'entrée de ville de la Cité-Soult, l'aménagement complet du square du 19 mars, ses rues perpendiculaires, la rue de la Marine, la rue de l'Escaut, la rue du Rivage, et puis également la requalification du centre-ville. Donc tous ces chantiers viennent évidemment compléter la dynamique qu'on a entamée depuis plus de 20 ans maintenant pour requalifier le centre-ville à l'appui d'une valeur essentielle qui est notre parc. Cette dynamique, elle va être complétée par l'aménagement de l'ancienne gare des Houillères qui constitue un projet ambitieux et un atout majeur pour le développement touristique de notre ville. Et en vis-à-vis de ces points forts au niveau de l'investissement, on regarde également une ville où il fait bon vivre à Fresnes et donc les aménagements du territoire, culturel, touristique, les services à la faveur des Fresnois et des Fresnoises qui ne sont pas oubliés, l'amélioration de l'éclairage public, l'aménagement du cimetière, l'aménagement des voiries, et je pourrais faire un long listing de ce qui est fait. La ville travaille inévitablement au quotidien sur la recherche active de financement
pour permettre la programmation de ces investissements. Et donc, comme en 2023, les prévisions qu'on l'on va afficher se doivent donc d'être à la fois prudentes pour 2024 et les années suivantes. Mais ceci dit, rien ne nous empêche de rester ambitieux pour accompagner la relance. Alors, un petit décryptage quand même du projet de loi de finances de 2024. Je vous rappelle que c'est un projet de loi qui a été adopté via une procédure du 49.3, comme beaucoup de choses ces derniers temps. Les concours financiers de l'État aux collectivités, ils avaient baissé en 2023. On prévoit pour 2024 une légère augmentation. Vous le constaterez dans le tableau que vous avez en bas de la page 11 de vos documents. Et ce qu'il faut retenir également de cette loi de finances, c'est que l'État ne nous fixe pas d'obligations formelles en termes de dépenses réelles de fonctionnement, mais elle affiche des tendances. Et ces tendances, c'est de faire contribuer les collectifs à un effort de réduction du déficit public et la maîtrise de la dépense publique. En gros et en clair, si je pouvais le dire autrement, il faut payer les efforts qui ont été faits pendant la crise Covid. Mais ça, j'ai pas le droit de l'écrire comme ça, donc je vais le dire oralement. Le projet de loi de programmation de finances 2023-2027, qu'est-ce qu'on doit en retenir? L'utilisation du 49.3, encore une fois. En tous les cas, un pacte de confiance qui est supprimé car il était trop contraignant et souvent comparé à une mise sous tutelle des collectivités. C'était surtout pour les collectivités d'ailleurs de plus de 10 000 habitants. Sur les mesures du PLF 2024, il y a la mise en place d'une fraction de correction entre 2022 et 2027 dans l'objectif de réajuster les dotations collectivités. Et donc, concernant les dotations de la commune, vous verrez que la dotation forfaitaire, elle est stabilisée au niveau national en 2024, mais chez nous, elle augmentera légèrement. On va enfin retrouver notre taux de 2022. La DSU, elle est en progression en 2024. La DSR, elle reste stable et la dotation nationale de péréquation, elle baisse. Voilà. Donc ces chiffres, vous les retrouvez dans le tableau ici à la page 4. Vous avez pour la commune en 2024 la dotation globale de fonctionnement et la composition. Dotation forfaitaire, dotation de solidarité rurale, solidarité urbaine et la péréquation. Le tout pour un total de 2 355 000 euros. Alors, le coefficient de revalorisation forfaitaire des bases fiscales pour 2024 sera de 3,8%. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les propriétaires fonciers, puisque je vous rappelle quand même que les bases fiscales avaient atteint 7,1% en 2023. Malgré tout, c'est quand même encore 3,8% en plus pour 2024, mais ça baisse. Et donc, on est sur les bases. Et donc, bien évidemment, vous le savez comme moi, ce sont des chiffres sur lesquels on n'a pas de mainmise. Sur les efforts importants en faveur de l'investissement, il y a le renforcement du soutien des investissements en faveur de la transition écologique, c'est ce qu'on appelle le fonds vert, et c'est la seule enveloppe qui augmentera sur les différentes enveloppes que met à notre disposition l'État dans le cadre des dotations. Cette enveloppe passe de 1,5 milliard d'euros à 2,5 milliards d'euros. Nous avons perçu des fonds et des subventions l'année dernière. Nous continuerons à aller les chercher pour cette année 2024. Concernant tout ce qui est DSIL, dotation politique de la ville, DETR, etc., les montants restent inchangés et donc nous continuons comme nous le faisons
d'habitude. Sur l'enveloppe complémentaire pour le plan de finances France Ruralité, la ville de Fresnes ne peut pas y émarger. Sur l'espace France Service, nous avons déjà les dotations puisque nous allons les chercher avec la France Service et la médiatrice numérique qui est dans nos locaux. La hausse du fonds de compensation sur la TVA, elle sera fonction des investissements qu'on aura réalisés il y a 2 ans. Voilà, sur les autres mesures, la rétrocession du produit des amendes à zone, sur les zones à faible émission aux collectivités territoriales, sur la réforme de la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité, on n'est pas concerné. Tout comme pour le reste, l'institution d'une dotation budgétaire de fonctionnement pour les communes rurales dont une partie significative du territoire comprend une aire protégée marine, on n'a pas. Et identique pour la dotation répartie entre les communes en fonction des critères de population, superficie, territoire couverte, etc. Donc, que retenir finalement de ce PLF 2024? Les points clés, c'est, comme je vous l'ai dit, une réforme des indicateurs financiers qui se poursuit avec un potentiel pour le potentiel fiscal, avec une fraction de correction qui passe de 90 à 80, un abonnement moins important des dotations de péréquation, des fonds de péréquation, le FSIC et le FSIR qui restent stables, la suppression de la CVAE, le coefficient de revalorisation forfaitaire des bases fiscales qui devrait dépasser les 5%, mais qui est annoncé à 3,8 pour l'instant. Et puis un PLF qui se dit un PLF de soutien à l'investissement local, mais quand même qui acte la fin des dispositifs de soutien liés au coût de l'énergie. Donc le filet de sécurité, c'en est terminé pour nous. La communauté d'agglomération de Valenciennes Métropole, elle, poursuit son engagement et son accompagnement. On est dans la phase de réalisation des opérations PNR-CAD. On est dans l'aménagement de l'entrée de ville, l'entrée Soult, en bas de la rue des Tourterelles. On a l'étude de la rue Jean Jaurès qui est commencée avec le travail avec le bureau d'études pour aborder courant 2024 la concertation avec les habitants. On a également la prise d'intérêt communautaire de l'île aux Zola-Seguin avec le proxy dans la rue Jeanne d'Arc, le bâtiment à l'arrière du futur proxy. C'est un périmètre d'intérêt communautaire, mais le projet, vous le savez, est beaucoup plus large puisqu'il englobe également l'entrée du parc, la place et le devenir de notre église. Et ensuite, l'étude de la friche des engrais bataille avec pour ambition l'installation d'un hôtel d'entreprise. Tout ça, ce sont les sujets qui sont actuellement en discussion avec Valenciennes Métropole. Alors, sur la situation financière de la commune, vous avez en page 19, les dynamismes des grandes masses financières. Vous constaterez que les recettes de fonctionnement, tout comme les dépenses de fonctionnement, augmentent et que les recettes d'investissement, tout comme les dépenses d'investissement, augmentent également. On a donc un effet ciseau, on le voit, qui d'année en année se rapproche. C'est lié également au fait qu'on a choisi aussi un scénario qui est assez pessimiste et qui n'a des recettes qu'on doit encore aller chercher, dont nous sommes parfois assurés qu'elles vont arriver, mais dont nous n'avons pas encore les notifications. Et vous savez bien tous que quand on n'a pas la notification écrite, on ne peut pas l'inscrire dans notre budget. On ne peut l'inscrire qu'à réception de ces notifications, même si on a les engagements des partenaires sur les grosses masses financières sur lesquelles ils peuvent nous aider.
Alors sur la dette, l'encours de la dette de la ville de Fresnes-sur-Escaut s'élève au 31 décembre 2023 à 5 596 156 euros. Il est évalué à un niveau de risque très faible. La totalité de la dette contractée ne comprend aucun emprunt à risque et les taux ont toujours été négociés au mieux pour l'intérêt de la collectivité. Sur le ratio de désendettement en 2023, tout comme l'encours de la dette, le ratio de désendettement il est présenté au 1er janvier de l'année considérée. Alors, en 2023, il était de 7,6 années. Vous voyez qu'en 2024, il pourrait aller jusque 12,7 années en tenant compte d'un emprunt de 2 millions d'euros qui serait effectué en 2024. C'est un peu le même scénario que l'année dernière où si on avait fait l'emprunt, on aurait en 2023 un ratio de désendettement beaucoup plus important. Sur les épargnes, on voit qu'elles diminuent. Donc, on sait pertinemment, puisqu'on l'a vu dans le graphique de l'effet ciseau, que l'effet ciseau se rapproche. On sait donc qu'on a donc un travail sur les charges à caractère général qui est nécessaire à faire pour augmenter notre épargne nette et surtout la conserver. Alors, différents leviers existent d'ores et déjà, hein. On a parlé des charges énergétiques et on sait qu'on a réalisé des investissements importants sur ces 2 années pour diminuer justement nos charges énergétiques. On a aussi des recherches de subventions en fonctionnement qui se mettent en place alors que les autres années, on n'avait jamais trop regardé sur les subventions de fonctionnement. Donc, c'est un travail qui demande beaucoup de recherche sur tous les appels à projets, sur l'ensemble et également l'ensemble des mécénats, etc., qui peuvent contribuer à aider les services à rester sur un budget constant sans être obligés d'augmenter nos charges de fonctionnement. Et évidemment, toujours de la rigueur qui est mise en place par l'ensemble de nos services qui veillent, quels que soient les domaines, à ce que les charges de fonctionnement soient les moins élevées. Alors, en dessous, vous avez le bilan de l'année 2023 avec tout le tableau des dépenses de fonctionnement qui s'élève à 7 773 898 euros pour l'année 2023. Donc sur l'exercice 2023, les dépenses réelles de fonctionnement ont inévitablement augmenté. C'est tout simple, hein, vous regardez le prix de l'inflation. L'inflation a augmenté, la dotation globale de fonctionnement de la commune n'a pas été augmentée ni indexée à cette inflation. Donc faites le calcul et vous verrez que on était dans l'incapacité de faire autrement que d'augmenter nos charges de fonctionnement. Et donc le tableau que vous avez juste où je vous ai dit qu'il y avait toutes les dépenses de fonctionnement vient corroborer les propos que je vous indique avec la mise en évidence de l'inflation qui va fortement impacter le fonctionnement de la commune. Un focus un petit peu sur le personnel puisque on le fait chaque année et que ça constitue un des éléments obligatoires du rapport d'orientation budgétaire. Cette année, en 2020, à la fin de l'année 2023, nous avons 122 agents présents sur la commune. Alors, sur le chapitre 12, forcément, il a été très très impacté par les mesures nationales qui étaient annoncées en 2023 et qui n'étaient pas prévues quand on a fait la préparation budgétaire. Ce qui fait que on a eu la revalorisation du point d'indice pour tous les agents de la fonction publique de 1,5% qui a été décidée par l'État et qui devait être effective au 1er juillet 2023. Donc en plus de la hausse qu'il y avait eu l'année précédente à hauteur de 3,5%, où on n'avait eu qu'une demi-année, cette année on a eu l'année complète à 3,5%, et en plus à partir de juillet, les 1,5%. On a la revalorisation de la grille des catégories C, on a aussi l'augmentation du SMIC, 4,02%, et l'actualisation du versement de l'indemnité compensatrice de la CSG.
Dans les autres mesures, il y a eu les évolutions de carrière avec les augmentations d'échelons, les mutations et les avancements de grade qui sont toujours effectués chaque année et qui représentent quand même une somme assez conséquente. La poursuite de la mutualisation des services, puisque on verse également des services en lien avec l'agglo sur les agents des droits des sols, le relais des assistantes maternelles, le conseil intercommunal de prévention de la délinquance, le poste de délégué à la protection des données, et je pense que l'année prochaine on aura en plus une partie du poste de Kevin Mathieu sur le conseiller énergie. On a la formation également du personnel qui rentre en compte dans ce chapitre, et donc un chapitre 12 qui a été aussi en augmentation sur l'année 2023. Sur les mouvements du personnel, un licenciement, un départ à la retraite, une démission et 3 mutations. Et un renforcement des équipes en place avec un agent en comptabilité, 2 agents en brigade verte et un agent en service technique. La commune adopte une réflexion permanente quant à la gestion de ses effectifs, et pour 2023, le montant du régime indemnitaire, le RIFZEPT, s'élève à 337 146 €. Les heures supplémentaires et complémentaires, 24 880 €. Alors après les dépenses de fonctionnement, on en arrive aux recettes de fonctionnement. Donc vous voyez qu'en recettes de fonctionnement, dans le tableau, on a le chapitre 70, c'est les produits des services sur la commune. Alors produits des services, c'est les cantines, les CLSH, etc. Et c'est la maudite somme de 191 581 €, ce qui nous fait dire que les Fresnois n'ont pas de grosses charges en termes de frais de garde pour leurs enfants, etc. Les impôts et taxes à hauteur de 5 021 017 € au chapitre 73, et les dotations au chapitre 74 à hauteur de 3 808 331 €. Ce qui fait un total des recettes de 8 508 868 €. Voilà. Que dire sur les taxes locales, si ce n'est qu'en 2023, les taux n'auront pas augmenté pour la 14e année consécutive. Donc ce sont des taux qui restent habituels. La taxe d'habitation, on n'en parle plus puisque c'est plus nous qui la maîtrisons. La taxe foncier bâti, elle est à 58,05%. La taxe sur le foncier non bâti reste à 78,38%. Voilà, les tableaux en dessous vous montrent les répartitions. Et on en arrive à l'investissement. Les dépenses d'investissement cette année se montent à 3 033 940 €. Sur ces dépenses d'investissement, qu'a-t-on fait? On a poursuivi l'aménagement de l'ancienne gare des Houillères en lien avec Valenciennes Métropole et le département pour un montant de 166 000 €. On a poursuivi l'entrée de ville Cité-Soult pour un montant de 15 500 €. On a fini l'aire de fitness avec l'aménagement paysager pour un montant de 26 000 €. Le centre social pour un montant de 38 000 €. Ça, c'est pour passer aux travaux concrets l'année prochaine. L'église à hauteur de 50 000 € pour des travaux de mise en sécurité. Le centre-ville, des dépenses d'investissement à hauteur de 174 000 €. La rue du Bois qui a été le gros morceau de l'année 2023 à hauteur de 905 000 €. Le terrain de football, c'est les études qu'on a commencées pour le terrain synthétique à hauteur de 20 000 €. Des travaux dans l'école Pierre et Marie Curie à hauteur de 15 000 €, de la vidéosurveillance à hauteur de 20 000 €, de l'éclairage public à hauteur de 253 000 €. Le chantier du dojo, c'est le solde à hauteur de 113 000 €. Les travaux d'aménagement du square du 19 mars à hauteur de 176 000 €. La première phase d'extension du cimetière, notamment pour les études, à hauteur de 10 000 €. Et l'acquisition du centre social à Ballanger, du 24 résidence Ballanger auprès de la SIGH à hauteur de 108 000 €.
Bien évidemment, à tout cela, vous rajoutez les investissements en matériel pour les services techniques, tout ce qui est matériel divers, les Karcher, les chariots de service, les drapeaux, les chaises, les stores, les scies, enfin tout ce qu'on veut bien, hein, les tondeuses, les débroussailleuses, les clôtures, les sèche-linges, les sièges de bureau, tout ça, ce sont des investissements qui ont été réalisés comme chaque année en 2023. Sur les recettes d'investissement, on est à 361 031 €, puisque dedans ne sont pas compris les restes à réaliser, dont on a reçu des notifications à hauteur de 1 600 000 € à peu près, mais dont on n'a pas encore le versement. Donc sur les recettes d'investissement, elles sont essentiellement constituées d'une part des ressources propres, c'est l'autofinancement et les cessions d'immobilisation, et le FCTVA, qui est toujours en corrélation avec les investissements qu'on a fait 2 années avant, hein, je le rappelle, les ressources externes, qui sont les recettes de fonctionnement liées aux opérations, mais qui enregistrent un décalage, c'est ce que je viens de vous dire, par rapport au paiement. De manière générale, on confirme qu'il y a un décalage de plus en plus important entre les demandes, les notifications, les versements. Chaque année, on en parle. Chaque année, c'est de plus en plus important. Et chaque année, c'est difficile pour intégrer tout ça dans nos budgets. Alors, en 2023, ont quand même été perçus, à titre d'exemple, les financements suivants. Puisqu'on parle des dépenses, on va aussi parler des recettes. C'est quand même 132 000 € pour les travaux du dojo. C'est quand 10 000 € pour l'aide aux cantines scolaires, c'est quand même 15 000 € de subvention de la région. Ça doit être pour le centre-ville, centre-bourg, je suppose. Les subventions du centre-ville, centre-bourg. Ensuite, on a quand même eu aussi 26 000 €, alors en touchant 2 fois, également sur centre-ville, centre-bourg. Ensuite, 4 000 € dans le cadre du CIPD, avec l'installation, CISPD, pardon, avec l'installation de 3 vidéos protection dans les écoles. On a également eu de l'argent du multi-accueil, des investissements qu'on a fait par la CAF. Et ensuite, on a été récolté aussi une DETR qu'on avait pour l'école primaire Curie. On doit encore recevoir la fin des participations pour la redynamisation du centre-ville quand on aura fini les travaux de chez Gorny et les travaux de la Poste, qui est estimé à peu près à 215 000 €, voire un peu plus en fonction des factures qu'on donnera. On doit encore aller chercher 300 000 de rénovation pour le centre socio-culturel auprès de la CAF et à peu près 5 500 € pour le logiciel qui est financé également par la CAF. Donc vous voyez que ça soit en dépenses ou en recettes d'investissement, on fait le maximum pour essayer d'aller chercher tout ce qui peut nous aider. Alors ça, c'était le bilan de l'année 2023. On arrive donc à la prospective de l'année 2024. Et donc, cette partie va vous présenter les grandes tendances structurant le budget de la collectivité pour l'exercice 2024, mais aussi les suivants, puisque je l'ai rappelé, on est obligé de se projeter sur un PPI qui va jusque 2027. Alors, sur l'exercice 2023, les dépenses réelles de fonctionnement ont connu une augmentation. La situation financière de la commune a permis d'aborder sereinement ce budget. Aujourd'hui, le contexte économique global est encore loin d'être stabilisé. Et si les prix de l'énergie sont revenus à des niveaux acceptables, il n'y a aucune garantie qu'ils ne remontent pas, donc on reste prudent sur ces chapitres-là. Et par ailleurs, l'inflation reste aussi à un niveau très élevé. En parallèle, l'État n'a toujours pas abordé la question du financement du déficit public. Il dit que la collectivité, je vous l'ai dit tout à l'heure, doit contribuer au financement de ce déficit public, mais à quelle hauteur, comment, qui, que, quoi, dont, où? Point d'interrogation. Il convient donc d'être très 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 prudent. Et l'objectif, c'est de garder un niveau d'épargne brute stable, qui, on va le voir de toute façon, diminue d'année en année. Donc je ne devrais même pas dire de garder cet objectif d'épargne brute stable, mais d'avoir encore de l'épargne brute pour pouvoir continuer à financer notre plan pluriannuel d'investissement, qui est
certes ambitieux, mais qui est nécessaire pour que la commune puisse continuer à phosphorer comme elle le fait actuellement. Donc les grandes lignes de gestion du budget communal sont établies comme je viens de vous le dire, et réaffirmées avec une stabilité des taux d'imposition, la maîtrise des dépenses de fonctionnement et la poursuite du programme d'investissement ambitieux. Maîtrise des dépenses de fonctionnement ne veut pas dire qu'on reste à l'identique. On l'a bien vu, il y a des chapitres qui obligatoirement augmentent, notamment le chapitre 12. Ce n'est pas de notre fait, ce sont des mesures qui sont prises par l'État et qui nous invitent à être appliquées point à la ligne. J'ai pris des exemples précédemment. Et donc, je le souligne, la maîtrise des dépenses de fonctionnement, ça ne veut pas dire que ça ne va pas augmenter. Ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à maîtriser l'hémorragie et que quand ça augmente d'un côté, il faut maîtriser de l'autre côté. Ces éléments nécessitent donc de la part de nos services une adaptation permanente, une réactualisation financière très régulière. Et pour autant, la volonté politique de l'équipe municipale est affichée, c'est celle de poursuivre un vaste programme d'investissement structurant pour la commune. La fin de la programmation des investissements pluriannuels dans le cadre de l'appel à projet de la rénovation du centre-ville. Donc on aura les travaux de la cellule de l'ancien Gorny qui vont se poursuivre et donc sur laquelle on devra réabonder au budget 2024 à hauteur de 15 000 euros. L'aménagement de notre ancienne poste sur lequel il faudra également réabonder en 2024 de 15 000 euros. On restera sur une veille active des locaux commerciaux qui sont en vente dans le périmètre concerné, sachant que effectivement on n'aura plus l'opportunité de s'appuyer sur le dispositif centre-ville, centre-bourg pour racheter ou pour financer l'achat de cellules commerciales. La conduite des projets en lien avec Valenciennes Métropole va se poursuivre par étapes. Je vous en ai cité les différents chapitres tout à l'heure quand je vous ai dit tout ce qu'on avait sous le coude avec Valenciennes Métropole. Évidemment, en 2022, il y a eu la prise d'intérêt communautaire de l'îlot aux Zola-Soga. Il faudra poursuivre l'étude de définition de ce projet qui n'est pas encore terminée. De même, l'étude qui est engagée pour le réaménagement des engrais bataille et sur lequel nous souhaitons installer une zone d'activité économique et sur lequel nous sommes très penchés actuellement, notamment au regard des gros enjeux qui se profilent sur les zones de non-artificialisation et qui sont à regarder de très près pour ne pas mettre en péril ce genre de projet. La commune maintient son cap sur les investissements et prend de ce fait une part active à la reprise de l'économie locale. Nous sommes toujours et nous essayons, même s'il y a des marchés publics, d'être bienveillants vis-à-vis des entreprises locales. Ensuite, en 2024, on a l'ensemble des projets qui est listé et qui est le reflet de la détermination de continuer d'avancer dans notre projet de ville. Je vais les citer maintenant, on les reverra brièvement parce que à la fois c'est les objectifs de 2024, mais ils sont bien évidemment repris dans le PPI 2024-2027. Il est bien évident qu'on n'arrivera pas à tout réaliser en 2024, mais en tous les cas, on est dans la bonne voie. Donc en 2024, on sera sur le PR Quad, comme on l'a dit, c'est commencé, ça va se poursuivre sur les 2 prochaines années. On a aussi l'église Saint-Martin qui fait l'objet actuellement de l'étude du clocher et sur lequel on aura une décision à prendre pour les travaux de mise en sécurité de l'édifice et du scénario qu'on choisira pour enfin lancer en 2024 un concours d'architectes avec les primes et les frais de publication qui sont prévus à cet effet, puisqu'on sera sur une publication européenne. Les travaux des cellules commerciales de Gorny et de la Poste qui seront terminés pour la fin de l'année 2024.
2024. Après l'acquisition du centre social de Ballanger en 2022, on passe aux travaux qui vont démarrer normalement après les vacances d'été, je crois, en septembre 2024. Et donc, on a une inscription au BP de 91 000 euros. Et puis, il y a une aide de la CAVM là-dessus. Les travaux du schéma directeur pour l'installation sportive qui vont continuer. On passe aux études de sol, etc. C'est un peu plus onéreux, donc on a inscrit une somme budgétaire à hauteur de 112 134 euros. Et on a des restes à réaliser sur cette opération d'ailleurs. Les travaux d'aménagement de l'entrée-ville de la cité Soult, de la rue Tourterelle, où on est obligé de revoir la question budgétaire puisque tout se complexifie avec l'augmentation incroyable et draconienne des coûts de construction. Donc on est obligé de rajouter au BP 2024 100 000 euros. L'étude pour le réaménagement de la rue Gambetta est prévue en 2024 avec les réunions publiques pour les habitants pour présenter le projet. L'aménagement du cimetière va se terminer puisque après la phase ferme, on passe à la phase conditionnelle. Les acquisitions foncières, vous le savez, on doit acquérir l'immeuble Savary et donc l'inscription budgétaire y est prévue. Maison et Cité prévoit une vente de la fin du quartier, si je puis m'exprimer ainsi, l'autre partie du quartier. L'évaluation des domaines s'élève à 350 000 euros. On inscrit donc cette acquisition foncière, sachant qu'on est actuellement en négociation avec Maison et Cité pour diminuer le montant. Et puis on a un immeuble dans la rue Zola qui est l'ancien immeuble du kiné qui est mis en vente et sur lequel pour l'instant on ne s'est pas proposé mais sur lequel on inscrit budgétairement une réserve financière si au vu des résultats des études qu'on demande par les différents partenaires financiers, notamment un projet avec la SIGH, on achète ou on n'achète pas, par mesure de précaution, on le prévoit au budget 2024. Au budget 2024, on a également donc le centre social qui se met en route, l'éclairage public qui continue avec un BP de 330 000 euros et des restes à réaliser à hauteur de 152 160 euros. On a une nouveauté, le Château Renard, où on a mis un budget prévisionnel de 100 000 euros. C'est pour étudier le coût de la toiture du château qui doit impérativement être budgétisé pour l'année 2025 si on ne veut pas détériorer encore plus notre bâtiment. Et on est en attente, je le rappelle, sur ce dossier, des réponses du classement ou de l'inscription de ce bâtiment qui nous permettrait d'aller chercher les subventions pour la rénovation auprès de la DRAC. Et puis on a un petit solde de la rue du Bois qui reste à régler pour l'année 2024. Vous le voyez donc, un PPI qui est un programme d'investissement qui, je l'ai dit, est quasiment identique à celui du PPI et qui reste très très important. Évidemment, en fonction du contexte actuel, ce report reste évolutif dans la mesure où les conséquences de la crise sociale et économique sont loin d'avoir montré tout leur impact. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que si à un moment donné, on a des mauvaises surprises et qu'il faut restreindre ce qu'on a prévu en termes d'investissement, on est encore en capacité de le faire maintenant parce que tous les coûts ne sont pas partis et qu'on pourra encore rééquilibrer notre investissement et notre fonctionnement. Je rappelle que plus on investit, plus il faut pouvoir réguler notre fonctionnement. Et donc, si on veut pouvoir le maîtriser, il faut qu'on fasse attention également à nos dépenses d'investissement.
Voilà. Les grandes caractéristiques du budget 2024, c'est donc pas d'augmentation du taux d'imposition communale, ça je vous l'ai dit, une population stable, une augmentation des bases de la taxe foncière. Sur les propriétés bâties, qui générera une augmentation de produits d'à peu près 160 000 € pour la commune. La recherche de maintien des prévisions budgétaires des dépenses réelles de fonctionnement est construite sur un contexte économique très difficile et qui subit de plein fouet l'inflation. Aussi, la ville se dote donc de compétences humaines nécessaires pour solliciter nos partenaires sur les demandes de subventions en investissement, mais surtout, et aujourd'hui, c'est vraiment un défi d'aller chercher également ces demandes de subventions sur les dépenses de fonctionnement, car nous souhaitons effectivement maintenir notre capacité d'autofinancement qui est nécessaire pour nos investissements. Les projections 2024-2027, donc là on en arrive au PPI. Bon, les principales hypothèses qui sont retenues pour ces prospectives, c'est une population à hauteur de 7527 habitants, des évolutions projetées des charges générales de fonctionnement, la prévision d'une augmentation liée à l'inflation. En ce qui concerne les produits des services du chapitre 70, et au vu des résultats de 2022, on a à peu près 194 956, on projette une prévision à peu près à 200 000 €, ce qui n'est pas démentiel sur les projections de 2023-2025. On projette également l'évolution du charge de personnel. Bien évidemment, elle est, vous le voyez, 5,8% en 2024 par rapport à 2023. On n'avait jamais été aussi haut dans nos charges de personnel, malheureusement, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Les mesures de l'État s'appliquent et donc pas le choix. On reste sur un personnel stable en termes de nombre et qu'on valorise aussi, qu'on a fait le choix aussi de valoriser sur les montées en grade, les montées en qualification, etc. Il faut savoir aussi, mais je pense que ça va être abordé juste après, qu'on va avoir tout ce qui est mutuelle obligatoire, prévoyance obligatoire, le choix qu'on a fait aussi cette année sur la prime inflation. Voilà, tout ça porte une évolution du chapitre 12. Sur la réforme de la taxe d'habitation, que vous dire si ce n'est que les craintes que j'avais il y a quelques années quand on nous a annoncé qu'il y aurait pas qu'il y avait une réforme de la taxe d'habitation, c'est qu'elle a été bloquée à un moment donné et que depuis, elle n'a pas évolué. Ce qui veut dire que la capacité que nous, villes, on avait de pouvoir ou pas faire évoluer cette taxe d'habitation, elle est complètement bloquée, elle est complètement figée. Et donc, voilà, c'est une dépendance aussi d'une mesure de l'État qu'on ne peut pas éviter. L'évolution projetée des grandes masses financières, c'est que 2024 est bien évidemment fortement impacté par les investissements, puisqu'on a une année où il va y avoir de fortes réalisations en investissement. Et donc, comme je vous l'ai dit, dès qu'on a des fortes réalisations en investissement, évidemment, le fonctionnement est mis en adéquation. Et également l'inflation qu'on subit et qui engendre bien évidemment des dépenses importantes de fonctionnement. Sur l'évolution des dépenses, on voit qu'elles sont en nette diminution avec une projection financière 2025-2026 qui n'est pas très bonne, et c'est pour cela qu'on a mis en place les moyens qu'il nous faut pour préserver notre épargne nette et maîtriser notre fonctionnement. C'est le fameux effet ciseau qui ne doit pas se produire. Et sur lequel nous restons tout à fait vigilants, bien évidemment, et qui ne se produira pas, puisque je viens de le dire, on a encore cette capacité à être réactif sur nos investissements si on voyait qu'il devait y avoir croissement des courbes. Sur le fonds de roulement et les résultats prévisionnels, évidemment,
Là aussi, on est en chute libre puisqu'on n'a pas intégré les recettes. Donc forcément, seules les dotations de l'État sont prévues dans cette hypothèse de travail et les recettes éventuelles suite au dépôt de dossiers de subvention, etc., ne sont pas inscrites, hein. Tout ce qui est région, la DRAC, l'Agence de l'eau, l'Europe, les fonds privés, etc., tout ça, c'est pas inscrit. Donc forcément, ça fait baisser le fonds de roulement. Et la commune, en fiscalité directe, n'augmentera pas les taux de taxes foncières puisque les pauvres propriétaires fonciers ont déjà les bases qui augmentent de 3,8, donc on ne va pas non plus les asphyxier. Le graphique que vous voyez ci-dessus représente la répartition des dépenses de fonctionnement avec une stabilité contenue dans les années à venir. Sur les charges de personnel, je vous rappelle quand même, et je viens d'en parler, mais que la collectivité essaiera de poursuivre la maîtrise de ses dépenses de personnel. Toutefois, il conviendra quand même de prendre en compte l'application du parcours professionnel des carrières, des rémunérations et des reclassements indiciaires. Il faudra aussi prendre en compte l'augmentation encore de 1,13% du SMIC. Il faudra aussi prendre en compte la revalorisation du point de 1,5 au 1er juillet 2023 en année pleine sur 2024. Il faudra prendre en compte l'actualisation du versement de l'indemnité compensatrice de la CSG, la formation du personnel qui est adaptée aux besoins des services, la revalorisation des IFSE, la revalorisation statutaire de la grille de 5 points d'indice pour tous les grades décidés également par l'État et mise en œuvre à partir du 1er janvier 2024. Cette mesure se traduit par une revalorisation de 25 € brut mensuels par agent, multiplié par le nombre d'agents et multiplié par le nombre de mois. Je vous laisse faire le calcul. La création d'une police municipale, la prime exceptionnelle du pouvoir d'achat que nous avons décidé de verser. Et je l'ai dit tout à l'heure, la participation à la mutuelle et à la santé prévoyance à partir de juillet 2024, qui n'est obligatoire d'ailleurs qu'à partir de 2025, je le rappelle. Les élections européennes de 2024 qui vont engendrer des heures supplémentaires, l'éventuelle stagiarisation à 35 heures d'agents contractuels actuellement en contractuel. Les mouvements de personnel, on prévoit 3 départs à la retraite qui sont identifiés sur l'année 2024. Aucune disposition de l'État quant au contrat aidé. Des évolutions de carrière, des augmentations d'échelons, des mutations et des avancements de grade et de promotion interne sur lesquels on ne rognera pas, comme on le fait chaque année. Une poursuite de la mutualisation des services avec l'aglo, et je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est les mêmes postes plus le référent énergie. Le tableau du personnel pour l'année 2023 et 2024 reste stable. Sur les recettes de fonctionnement, et ben voilà, on a ce fameux tableau avec l'effet ciseaux qui se rapproche de plus en plus, on le sait, et on est très prudent et on regarde bien à ce que ce croisement ne s'effectue pas. Dans la prospective des années à venir, tout comme pour la rétrospective, tout sera mis en œuvre donc pour préserver la stabilité de notre capacité d'autofinancement et tendre à la renforcer. Plus nous régulerons nos dépenses de fonctionnement, plus nous irons chercher nos subventions de fonctionnement et mieux nous nous porterons pour pouvoir continuer l'essor qu'on a entrepris. Voilà, sur les recettes d'investissement, on a le FCTVA. Donc cette recette, vous le savez, elle est liée aux engagements qu'on a fait les 2 années précédentes. Donc en 2023, elle était à hauteur de 141 000. En 2024, elle augmente et elle augmente également en 2025 puisqu'on a des prévisions de travaux qui augmentent. Donc qui dit travaux dit augmentation du FCTVA en conséquence sur les 2 années. Sur les années N+2, sur les subventions perçues
Ce sont des subventions versées par les différents partenaires tels que la région, le département, la communauté d'agglomération qui servent à financer les programmes pluriannuels d'investissement. À l'occasion des vœux, on a eu l'occasion de recevoir beaucoup de ces partenaires qui nous ont assuré de leur soutien dans tous ces investissements. Sur les emprunts, la ville a prévu effectivement un emprunt toujours à 2 millions d'euros dans son budget, puisqu'elle l'avait déjà prévu en 2023, et on n'a pas réalisé cet emprunt. Ce qui est important de vous dire quand même, c'est que on a un emprunt de 1 million d'euros qu'on avait contracté en 2007 auprès de la Caisse d'épargne qui va arriver à terme en 2026. Ce qui veut dire que si on fait un emprunt, certes, ça aura des conséquences sur notre budget de fonctionnement, mais ça ne viendra pas trop alourdir puisqu'on aura ce prêt qui va s'arrêter pour prendre le relais sur un autre prêt. Voilà. Et également que toutes les subventions d'équipement qu'on doit jusqu'alors à Valenciennes Métropole pour tout ce qui est projet PNR 4, projet de la résidence Hardy Ballanger, projet ici à côté Savary, Cité Soult, etc. Tout ça, on aura soldé en 2024 toutes les échéances qu'on doit en 2000. Qu'on doit à Valenciennes Métropole. Alors, je ne dis pas qu'il y aura d'autres subventions d'équipement qui vont venir se greffer, vous en connaissez quelques-unes, hein. Il y aura des subventions d'équipement qui sont liées au PLH et notamment pour favoriser les accessions à la propriété, notamment, mais il peut y en avoir d'autres en fonction des projets qui sont à venir. Alors, dans ces prévisions, je rappelle, et c'est important, que seules les dotations de l'État sont prévues, que les recettes éventuelles suite au dépôt de dossiers de subventions relatifs au projet ne sont pas inscrites. Il nous reste à aller chercher de l'argent à la région pour la gare, de l'argent à la DRAC, de l'argent à l'agence de l'eau, à l'Europe, et on ira également sur des fonds privés, en lien avec un accompagnement qui nous est proposé par un bureau spécialisé. Sur les dépenses d'investissement, je ne vais pas reprendre l'ensemble de ce que je vous ai dit puisque je les ai cités juste avant dans toute la programmation qu'on a de nos travaux. Il y a un tableau tout à fait clair qui vous dit qui vous donne les prévisions budgétaires. Également sur les principaux financeurs du PPI et sur ce qui nous reste encore à réaliser. Voilà. Alors sur les restes à réaliser, quand même en dire quelques mots, puisque les restes à réaliser quand même de l'année 2023 s'élèvent à 5 millions d'euros, donc c'est quand même une somme importante. Et donc ces restes à réaliser sont conformes à ce qu'on avait prévu en fonction des demandes de subventions qu'on a fait. La commune entend aussi, par le biais de ces restes à réaliser, poursuivre sa politique volontariste d'investissement qui est vecteur de croissance économique. Donc une gestion pluriannuelle des investissements selon la méthode des autorisations de programme et de crédit en paiement est en réflexion. Cette procédure permet à la commune de ne pas faire supporter au budget annuel l'intégralité d'une dépense pluriannuelle, mais seules les dépenses à régler en cours de l'exercice. Elle vise à planifier la mise en œuvre d'investissements sur le plan financier, mais aussi sur le plan organisationnel, logistique, et elle favorise la gestion pluriannuelle des investissements et permet d'améliorer la lisibilité des engagements financiers pour la collectivité à moyen terme. Ces autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être en des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation et elles peuvent être révisées. Ces crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses. C'est ce que je viens de dire, je pense. Chaque autorisation de programme comporte la réalisation prévisionnelle par exercice des crédits de paiement.
la somme des crédits de paiement doit être égale au montant de l'autorisation de programme. Donc ça, c'est un travail qu'on est en train de procéder et sur lequel on est en cours de réflexion pour les futurs investissements. Alors en conclusion, simplement vous dire que ce budget 2024 s'oriente vers un budget primitif qui permet de continuer à redynamiser la commune, qu'évidemment, et je l'ai dit à plusieurs reprises, il s'inscrit dans un contexte de meilleure qualité que celui de 23, mais qui reste tout à fait... Alors je vais attendre un petit peu puisqu'il faut changer la cassette. Je vous disais qu'en conclusion, le budget 2024 s'oriente vers un budget primitif qui permet de continuer à redynamiser la ville. Il s'inscrit dans un contexte qui semble être de meilleure qualité que celui de 2023. Toutefois, le phénomène de l'inflation tend à refluer sur une partie des achats de la collectivité. Sur les prix de l'énergie sont pour le moment maîtrisables. Il reste quand même très hasardeux de se dire qu'on attaque une année 2024 sans qu'il y ait de heurts, tant il y a d'interdépendance entre les systèmes économiques et les facteurs de déstabilisation sont nombreux. Fort d'une situation financière saine, nous faisons face malgré tout à un contexte très incertain et tendu. Nous voulons plus que jamais poursuivre les investissements nécessaires tout en conservant un service public de qualité qui est nécessaire au bien-être des Fresnoises et des Fresnois, avec un niveau de fiscalité qui reste inchangé. Et donc, comme en 2023, ces choix restent toutefois liés aux évolutions de la situation nationale et internationale. La commune devra donc également accentuer la maîtrise de ses dépenses de fonctionnement de manière à dégager un autofinancement suffisant pour pouvoir poursuivre sa dynamique d'investissement sur la culture. Voilà, je vous laisse la parole sur des rapports d'orientation budgétaire. Pardon ? Je vous en prie. Oui, moi, comme chaque année, je vais redire la même chose. Le budget pour 2025 s'annonce très très compliqué et ça fait des années que c'est toujours 2025 qui est l'année charnière. Rien ne change et on s'aperçoit que pour 2025, il est vraiment prévu une épargne nette négative, ce qui fait que l'effet ciseau va nécessairement se faire si jamais il n'y a aucun changement de politique. Et je vois en plus qu'on prévoit un emprunt de 2 millions qui nous fait un ratio de désendettement à plus de 12 ans, ce qui nous fait qu'on vient dans une situation à risque au niveau de l'endettement. Donc je trouve ces projections très négatives, moi, contrairement à vous qui vous félicitez de ces projections. Voilà. Alors, je me félicite pas des projections, hein. Je vous signale que pendant tout le rapport d'orientation budgétaire, je vous ai dit qu'elles étaient très tendues et qu'on aurait certainement des grosses difficultés. Je tiens quand même à vous signaler que j'ai développé à plusieurs reprises ce qu'on mettait en œuvre pour éviter cet effet ciseau et que je vous ai également expliqué que le PPI prévoyait des investissements que l'on pouvait revoir à la baisse et qui nous permettrait d'éviter cet effet ciseau. Donc évidemment, on ne prendra pas le risque qu'il se produise, ça c'est une chose. Quant au ratio d'endettement, effectivement, il monte à 12,7. Vous avez juste oublié de prendre en considération la remarque que j'ai faite sur l'arrêt d'un emprunt qui s'arrête en 2021 et qui permettra de diminuer ce ratio d'endettement. Et pour l'instant, on n'a pas utilisé l'ensemble de ce prêt qu'on avait prévu quand même depuis 2 années, signe qu'on va chercher des subventions qui nous permettent pour l'instant de modérer et de continuer nos investissements. Voilà, y a-t-il d'autres observations? Oui, sur ce que vous venez de dire, vous parlez du PPI qui empêchera l'effet ciseau, mais les investissements ne rentrent pas en compte dans l'effet ciseau. Pardon? Les investissements ne rentrent pas en compte dans l'effet ciseau. Je sais bien, mais les investissements, si on réduit notre voilure en investissement, on aura un impact de toute façon qui arrivera sur notre fonctionnement. Et ça, vous le savez aussi.
sera la situation justement après 2026-2027? Quelle situation vous allez laisser à la prochaine mandature ou... Rien du tout. Ah ben je pense, effectivement, parce que là vraiment on voit que la courbe va totalement se Enfin, croiser. quand on fait des projections pour une commune, on ne s'arrête pas à une projection sur un mandat. On s'arrête sur une projection de projet Bah là il va qui s'arrêter se... au deuxième mandat. Hein, Non, on non, va non, dire. non. Bah, Parce ça, que c'est derrière votre... il y aura des choses à mettre en place quand même pour récupérer les erreurs. Ok, très bien. Il n'y a pas d'erreur pour Et moi. avoir des Donc, choix à faire vis-à-vis de la bon, population. alors je ne réponds plus et je vous laisse continuer. Allez-y, je vous en prie, exprimez-vous. Je peux répondre? D'accord. Donc si je peux répondre, je réponds en vous disant qu'il n'y a pas d'erreur, qu'il serait impensable qu'il ne serait pas très intelligent qu'une commune en reste à un budget qui s'arrête à une mandature et qu'elle ne se projette pas sur plus qu'une mandature. Donc bien évidemment qu'on a anticipé toutes ces choses-là et bien évidemment que après 2025, la situation va se poursuivre. Elle n'est pas sécure, je vous l'accorde, mais de toute façon, on arrivera à continuer et on arrivera à continuer à la fois des projets d'investissement et à la fois le fonctionnement qui se poursuit sur notre commune. Enfin, pour notre part, on n'y croit pas du tout hein, à vos arguments. Vous avez le droit. Très bien. D'autres commentaires sur ce rapport d'orientation budgétaire? S'il n'y a pas d'autres commentaires, je vous invite à passer donc à la première délibération du Conseil communautaire. Eh bien, c'est ça, c'est la première délibération, non? C'est pas ça? On est bien d'accord? Débat sur le rapport d'orientation budgétaire, délibération numéro 1. Donc, délibération numéro 1, acté qu'il y a eu débat d'orientation budgétaire. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et la délibération numéro 2, administration générale Valenciennes Métropole, une convention portant instauration des prestations d'archivage pour le catalogue des prestations de services. On passe convention avec Valenciennes Métropole pour assurer les prestations d'archivage pour la mairie. Il y a le détail avec les prestations du service commun, archives municipales et communautaires. Voilà. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et je passe la parole, je crois, à Madame Villet, je pense, à toi, Annabelle. Oui, pour la troisième délibération. Merci Madame le maire. Donc la délibération numéro 3 est sur le volet ressources humaines avec le recrutement d'agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité. C'est un projet de délibération que nous avons d'année en année. Donc il est demandé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à recruter des agents contractuels pour faire face à des besoins liés à un accroissement saisonnier d'activité pour une période de 6 mois. Pendant une même période de 12 mois, 6 mois maximum, pardon, pendant une même période de 12 mois. Donc les chiffres sont identiques à celles de l'année dernière. 50 emplois à temps complet dans le grade d'adjoint d'animation, relevant de la catégorie hiérarchique C pour exercer des fonctions d'animateur. 12 emplois à temps complet dans le grade d'adjoint technique relevant de la catégorie C pour exercer des fonctions d'agent de service technique ou espace vert. 10 emplois à temps non complet relevant de la catégorie C pour exercer des fonctions d'agent d'entretien et un emploi à temps complet relevant de la catégorie C pour exercer les fonctions d'agent administratif. Y a-t-il des demandes de précision? Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. On passe à la délibération numéro 4, toujours Madame Villet, pour l'autorisation de recrutement d'agents non titulaires de remplacement. Merci Madame le maire. Donc, considérant que les besoins du service peuvent justifier le remplacement rapide de fonctionnaires territoriaux ou d'agents contractuels indisponibles,
Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser Madame le maire à recruter des agents contractuels dans les conditions fixées par l'article pour remplacer des fonctionnaires ou des agents contractuels momentanément indisponibles. Des demandes d'information? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe à la délibération numéro 5 avec l'accueil d'une étudiante stagiaire pour la culture. Oui, et donc l'octroi d'une gratification. Donc on rappelle que les étudiants de l'enseignement supérieur peuvent être accueillis au sein de la collectivité pour effectuer un stage dans le cadre de leur cursus de formation. Que les stages ne peuvent pas avoir pour objet l'exécution d'une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent et de faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'organisme d'accueil, d'occuper un emploi saisonnier ou de remplacer un agent en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail. Donc les périodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondant à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l'étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d'obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se verra confier donc des missions conformes au projet pédagogique tel que défini par son établissement d'enseignement et approuvé par la collectivité. Le stagiaire et son accueil nécessitent une convention de stage qui détermine les modalités d'accueil et notamment les droits et obligations des parties. Il est rappelé, donc Madame le maire et moi-même précisons également que le versement d'une gratification minimale à un stagiaire de l'enseignement supérieur est obligatoire lorsque la durée du stage est supérieure à 2 mois consécutifs. La gratification correspondra à une somme dont le montant horaire n'excédera pas le montant fixé par l'article du Code de la sécurité sociale, soit 15% du plafond horaire de la sécurité sociale. Donc, il est demandé au conseil municipal de valider l'accueil d'une étudiante en BUT technique de commercialisation stratégie événementielle en qualité de stagiaire au service culture à compter du mois de mars et sur la base d'une durée effective de 420 heures. Et d'autoriser le versement d'une gratification à hauteur de 15% tel qu'on vient de l'expliquer et d'autoriser Madame le maire à signer la convention et tout document afférent à ce dossier. Merci pour cette présentation. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On va passer aux délibérations concernant la finance, avec la délibération numéro 6 concernant la prise en charge des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif. C'est une délibération qu'on avait pris au dernier conseil municipal le 30 novembre 2023 et qu'on est obligé de rectifier dans la mesure où dans les montants qu'on avait envisagé, on avait pris en compte les restes à réaliser et que pour cette prise en charge des dépenses d'investissement, on ne doit pas les prendre en compte. Donc on rectifie et on la remet aujourd'hui au vote. Qui est contre? Oui, merci. Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, sur la prochaine délibération, la 7, la dotation de solidarité communautaire. Rudy. Merci Madame le maire. Donc la délibération numéro 7, dotation de solidarité communautaire de Valenciennes Métropole, subvention à l'association du foyer socio-éducatif du collège Félicien Joly. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir valider la demande de monsieur le président du foyer socio-éducatif du collège Félicien Joly, qui sollicite la commune à hauteur de 600 € pour l'organisation d'un voyage de 6 jours à Hambourg pour 49 élèves du collège en mai 2024. Y a-t-il des demandes d'informations complémentaires? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On continue, Rudy, si tu veux bien. Merci. La DSC, dotation de solidarité communautaire de Valenciennes Métropole, subvention à l'association FREN 1720. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir valider la demande de monsieur le président de l'association FREN 1720, qui sollicite la commune à hauteur de 600 € pour l'organisation de la fête du tricentenaire les 2, 3 et 4 février 2024. Merci. Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La dotation de solidarité communautaire de Valenciennes Métropole, participation
de la commune à l'animation et au développement local, compagnie Les Archers Fresnois. Il est demandé au conseil municipal de valider la demande déposée par l'association des compagnies des Archers Fresnois dans le cadre de la DSL Valenciennes Métropole afin d'obtenir un financement à hauteur de 1 000 € pour l'organisation d'un tournoi international de tir à l'arc les 16 et 17 mars 2023. Pas d'opposition. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ah, exact, 2024, merci. J'ai dit 2023. Ah, non, mais c'est écrit 2023. On va changer, c'est 2024. La délibération numéro 10, la subvention exceptionnelle à la CSRV. Donc, subvention exceptionnelle à l'association des... Pardon. Donc, Madame le maire expose que la ville a signé en 2023 une convention de partenariat avec le département du Nord pour la lutte contre l'isolement des aînés et des personnes fragiles en situation de handicap. Dans ce cadre, la ville a délégué au centre socioculturel la réalisation d'une action numérique ludique destinée aux aînés et qui s'est déroulée pendant la Semaine Bleue. Il convient donc de reverser au centre socioculturel la subvention du département du Nord perçue par la ville. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser le versement d'une subvention exceptionnelle au centre socioculturel de 1 000 € correspondant au montant perçu par la ville. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Marie-Thérèse, peut-être pour la délibération suivante ou non? C'est moi qui présente. Vas-y. Vu la commission de finances, administration générale et ressources humaines, l'association des peintres fresnois du Temple de l'Amour ont demandé une avance de subvention afin de ne pas être en déficit sur leur budget. Considérant la demande du président de l'association des peintres fresnois du Temple de l'Amour qui, compte tenu de la situation financière de l'association, sollicite une avance de la subvention annuelle 2024 d'un montant de 100 €. Vous demandez au conseil municipal de bien vouloir acter cette demande. Merci. Merci Marie-Thérèse. Y a-t-il des demandes d'information? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, on passe à la délibération suivante. C'est la programmation 2023 du contrat de ville et le versement de la participation de la ville de Fresnes-sur-Escaut pour l'action C'est Cliché, qui va se dérouler d'ailleurs ici bientôt au mois de mars. Donc c'est une action qui est prévue dans le cadre du CISPD. La présidence du CISPD est une présidente tournante sur les 3 villes, c'est-à-dire ville de Vieux-Condé, ville de Condé et ville de Fresnes. Et donc la ville qui a la présidence, c'est elle qui fait la demande de financement. Donc pour ces clichés, c'est la ville, en l'occurrence de laquelle c'est qui? C'est la ville de Condé qui a fait la demande de financement, et donc c'est à la ville de Fresnes-sur-Escaut, aux villes de Fresnes-sur-Escaut et de Vieux-Condé de rembourser à hauteur des financements. Donc chez nous c'est une somme de 857 €. C'est pareil pour les 3, oui. Sur un budget quand même de 12 551 €. Ça veut dire que quand je dis qu'on va chercher des recettes de fonctionnement, c'est aussi à l'intérieur d'actions comme ça. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, la délibération numéro 13. C'est une délibération qui vise à formaliser ce qu'on avait mis en décision, puisqu'on vous avait présenté une décision sur les régies de recettes du pôle enfance avec les différentes modifications de tarifs qui allaient avoir lieu dans le cadre de la restauration scolaire et puis de l'inscription d'une tarification pour l'école de musique de sport. La trésorerie nous demande... Une école de musique de sport. L'école municipale de sport, excusez-moi, je confonds entre l'école musique, je fais un topo groupé sur l'école de musique et sur l'école de sport. La trésorerie nous demande de passer une délibération pour acter ces modifications et c'est l'objet de la présente délibération que je ne vais donc pas représenter dans son intégralité puisqu'on y avait passé du temps sur le dernier conseil. Voilà, y a-t-il néanmoins des demandes d'information? S'il n'y en a pas, je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.
Et enfin, la délibération numéro 14, c'est la prise en charge par Valenciennes Métropole des études énergétiques pour les sites des écoles Louis Pasteur et Paul Langevin. Effectivement, on doit déposer une demande de financement et une demande de subvention à aller chercher pour nos écoles. Et donc, pour pouvoir déposer cette demande de financement dans le cadre des fonds verts, je vous en ai parlé dans le débat d'orientation budgétaire. Le fonds vert est la seule dotation qui a augmenté que l'État a augmenté, et donc par conséquent on a la possibilité d'aller chercher de l'argent pour finir les travaux des écoles au niveau de Langevin et Pasteur. Pour ce faire, on doit avoir un audit énergétique, et pour faire l'audit énergétique, on demande à Valenciennes Métropole de le prendre en charge, ce qui reviendra donc à 0 € pour la commune également. Et c'est l'objet de cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. J'ai deux petites questions, Madame le maire, concernant le carnet de bord reçu à la maison. Le quoi? Le carnet de bord que vous avez Oui. au bilan de mi-mandat. Parce que nous avons été assez surpris de ne pas apparaître justement sur ce bilan. Parce que quand on prend les photos, on voit bien les adjoints, les conseillers. Donc je tenais à vous rappeler que nous sommes quand même conseillers élus. Je vous rappelle aussi que dans les photos, vous verrez, il n'y a pas tous les adjoints et tous les conseillers de la municipalité. Ouais, mais on aurait quand même bien aimé apparaître quand même sur les photos. Quand on vous sollicite, vous venez pas donc. Pardon, mais non, c'est... Au vœu, je vous ai demandé de vous présenter, il n'y avait personne. Non, c'est petit. Et deuxième question aussi, lors du repas du personnel, nous ne sommes jamais conviés non plus. Non, c'est un repas du Je personnel. sais que vous aimez bien maîtriser la communication, mais il faudrait peut-être penser à nous aussi de temps en temps. Oui, les autres années, je pense savoir que effectivement, c'est comme ça qu'on fait depuis qu'on fait le repas des personnels. Vous n'êtes pas Donc, avec les élus, conviés avec cette aussi. manifestation. Hein, nous sommes élus aussi, je tenais à vous le rappeler. Merci de me le rappeler, je ne le savais pas, monsieur Zaramba. Ok. On y va? Eh bien, je vous remercie à tous d'avoir participé à ce conseil municipal, et je vous donne rendez-vous au mois de mars certainement.